Donc je vais vous parler du deuxième volet de l'étude qui est l'étude ergonomie physiologique. Donc l'objectif de l'étude au niveau physiologique et ergonomique, c'est de mieux comprendre les caractéristiques en lien avec les douleurs musculo-squelettiques et la charge mentale élevée de travail, ainsi que de proposer des pistes d'action avec le comité de suivi. Donc au niveau de la méthodologie, ce qu'on a fait, on a fait de l'électromyographie, on a mesuré l'activité des muscles de la nuque, parce qu'il y a beaucoup de problématiques qui étaient liées au niveau de la région du cou, et au haut du dos et épaules. Et on sait que dans les études en laboratoire, il y avait des liens entre la charge mentale et la tension au niveau des muscles de la nuque. Donc on voulait vérifier sur le terrain si on pouvait retrouver ces mêmes mesures. Ensuite, on a fait la mesure de la variabilité du rythme cardiaque avec Alain-Steve Comtois et Denis Duhal de l'UQAM. Et vous avez ici, dans l'électrocardiogramme, avec des ondes ici, R, et la distance en millisecondes de ces ondes-là, elle est toujours variable. C'est un signe de bon fonctionnement du cœur quand ça varie. La variabilité est un bon signe. Quand la personne est soumise à un effort physique très très intense ou à une charge mentale élevée, du stress, il y a une régularisation de ces temps-là entre les ondes R. Et donc c'est un signe d'effort, de mobilisation cardiaque. Et il y a aussi, si la personne est saine, ça peut être aussi révéler des pathologies cardiaques. Donc on a mesuré la perte de variabilité cardiaque comme réponse au niveau du stress. Et on a, au niveau ergonomie, analysé aussi les contraintes physiques en lien avec l'introduction des bureaux réglables, parce qu'il y a eu des changements dans les centres auxquels on est intervenu, avec les fusions municipales, il y a eu des réaménagements au niveau des postes de travail, et on a beaucoup introduit des bureaux où on pouvait travailler assis et debout, donc on voulait voir un peu comment ça se passait à ce niveau-là. Et puis on a aussi identifié les déterminants du travail associés à la charge mentale élevée. Alors la charge, on a mesuré l'évaluation de la charge de travail en termes de quantité de choses à faire par unité de temps, puis la complexité de la prise de décision au niveau et la répartition des appels. Et on a regardé aussi les émotions positives, négatives, les efforts de contrôle des émotions que les gens vivaient. Donc l'étude a été réalisée dans les 5 centres et on a enregistré donc, sur 11 préposés aux télécommunications, 6 femmes et 5 hommes, 9 personnes expérimentées, 2 nouveaux, et on a observé, on est venu voir pendant 24 heures, on a fait la durée du quart de travail, les quarts de jour, 5 quarts de soir et 2 quarts de nuit. Donc pour essayer d'avoir un échantillon un peu de l'ensemble des quarts. Ce qu'on a constaté, c'est que l'introduction de travail de bureau réglable assis debout était une amélioration assez importante du fait qu'évidemment les préposés qui se remplacent au niveau des postes de travail pouvaient régler les bureaux selon leur taille, leur confort. Ça permettait d'un meilleur réglage au niveau des bureaux. Donc ça a été un élément très positif. Le design, on n'a pas trouvé au niveau des manufacturiers de design de bureau qui était vraiment satisfaisant, qui était soi-disant ergonomique entre guillemets. On n'a vraiment pas trouvé parce qu'il y a beaucoup d'équipements à poser. Hein. Il y a plusieurs écrans, des fois il y a plusieurs claviers, plusieurs souris, il y a la radio, il y a des équipements pour malentendants, il y a donc beaucoup d'équipements et il y a des éléments au niveau du design des plateaux là, si vous voulez, il y a deux types, il y a des bureaux qui sont réglables avec 2 plateaux, mais le problème c'est que le premier plateau est trop étroit. Et donc, vous voyez, la préposée ici, elle met son clavier entre les deux. Parce que souvent, le préposé n'utilise pas uniquement le clavier, mais il doit prendre des notes. Hein, il doit écrire, donc soit il va être obligé de travailler en torsion, soit, comme elle le fait là, elle met le clavier entre les deux, ce qui réduit la hauteur de l'autre, donc ça fait que les écrans ne sont pas forcément réglés à la bonne hauteur, elle est un peu plus penchée. Dans l'autre cas, où ici on voit la table permet davantage d'éloigner le clavier, et on a un meilleur appui, sauf que bon, c'est plus difficile pour régler les écrans. Donc on n'a pas trouvé, au niveau des manufacturiers, de bureaux qui étaient vraiment designés pour le matériel, pour les équipements et l'activité de 9 à 1. Ça on n'en a pas trouvé. Ensuite, au niveau du travail qu'on a observé, on a observé donc
pendant les 8 heures ou des fois parfois 12 heures de travail, le travail des préposés. On a donc eu à faire 1400 appels environ, sans compter les appels radio. Et à 36% de lignes 911, il y avait 31% de lignes services de police et 33% de lignes travaux publics. Et dans ces difficultés, on a eu appel avec des difficultés de communication observées. Il y en avait 20% à peu près, où à l'écoute, on pouvait voir qu'il y avait des difficultés de compréhension, à la fois de l'appelant, de communication avec les préposés. Ça représentait à peu près 20%. Ce chiffre, c'est une donnée, mais ça ne veut pas dire grand-chose au niveau de la charge de travail de la personne, parce qu'on s'est rendu compte qu'un ou deux appels très compliqués où il y a une urgence majeure pouvaient être très très importantes et déranger le préposé pendant tout le reste de son quart de travail, même des fois plus, et créer des symptômes de stress post-traumatique. Donc, si vous voulez, la quantité d'appels où il y avait des difficultés de communication, c'est pas signe uniquement de charge de travail, c'est aussi le contenu de l'appel qu'on va avoir à régler. Mais ça donnait une idée à peu près là, des appels où il y avait des perturbations, des difficultés de communication. Ensuite, on a été chanceux ou pas chanceux, comme on peut vous le dire, c'est qu'on n'a pas eu vraiment de grosses urgences, quoi. Donc on a eu des données où nos préposés nous signalaient que le travail était plus faible que d'habitude pour 8 préposés. Donc on n'est pas tombé sur des journées ou des quarts de travail très occupés, vraiment. Comme d'habitude pour 2 préposés, et un seul était plus élevé que d'habitude pour un préposé. Au niveau des échelles subjectives, on a fait passer un questionnaire toutes les 30 minutes. Les préposés devaient remplir un questionnaire sur la complexité des appels. Alors le questionnaire, il va de questions très faciles, c'est très faible, nul, jusqu'à impossible à réaliser, très difficile. Et on a donc posé les questions donc, sur la complexité du travail, la charge de travail, les émotions positives, l'émotion négative, effort pour contrôler les émotions, la douleur articulaire au bas du dos, douleur articulaire au cou et épaules, et douleur au cou de poignet et doigts, et la fatigue ressentie. Compte tenu des conditions qui étaient quand même assez... où il n'y avait pas eu trop de problèmes qu'on a rencontrés, on a eu au niveau des résultats les niveaux moyens, c'était des niveaux faibles ou modérés. On a eu peu de pics où il y avait des maximums ou des niveaux élevés. Donc les cotations se situaient à un niveau faible, moyen, surtout en général. Alors que c'est que la perte de variabilité cardiaque, comme je disais, c'était un indice de stress, là, du début, à partir du moment où le préposé arrive au travail, jusqu'à toute la durée du quart du travail pratiquement, on constate, du moins beaucoup plus chez les expérimentés, une perte importante de la variabilité cardiaque, si vous voulez. Et cette perte, on a laissé, c'est un holter que les gens devaient porter 24 heures, on l'a laissé, dont les gens l'ont porté aussi après le travail, on est revenu le récupérer le lendemain, et dès que le travail est fini, la perte de variabilité cardiaque mesurée disparaît. Il récupère rapidement, si vous voulez, dès qu'il a fini le travail, le préposé, le cœur varie normalement. Donc, si vous voulez, ça voudrait dire que la personne, dans son travail, elle est mobilisée de l'intérieur, si vous voulez. Donc, elle est, si vous voulez, prête à recevoir. Et ça se voit au niveau de la perte de variabilité cardiaque. On ne le voit pas par son comportement. C'est-à-dire qu'évidemment, quand il y a un appel qui demande, qui répond, la personne va se concentrer, elle va rentrer dans sa bulle, elle va répondre, on voit qu'il est occupé, mais ça, on n'a pas beaucoup vu la différence au niveau de la perte de variabilité cardiaque par rapport à un autre appel, à d'autres où la personne, il n'y a pas trop d'appel, elle est plus décontractée, elle sourit, etc. Donc, si vous voulez, il y a comme une mobilisation qui se fait durant tout le travail, qui n'est pas observable, qui n'est pas visible par le comportement, qui est au niveau de la perte de variabilité cardiaque. La personne est mobilisée dans son travail. Les douleurs au bas du dos, sur 11 préposés, il y en a 3 qui ont déclaré des douleurs durant la moitié du quart et plus. Donc il y avait des problèmes déjà au niveau du dos. Et ce qu'on constate, c'est que ces douleurs-là, elles vont augmenter avec la durée de travail et la fatigue, ce qui est un peu cohérent, mais aussi avec les émotions négatives. Quand il y a des appels aux émotions négatives, les gens ressentent qui ont des douleurs déjà au bas du dos, vont les ressentir encore plus.
pour les douleurs au niveau des quarts de travail, au niveau du haut du cou et des épaules. Pour 5 préposés, donc sur 11, avaient des douleurs pendant plus de la moitié et plus du quart de travail. Ça va augmenter avec la durée du travail et la fatigue ressentie. Et elles vont aussi, pour 3 préposés d'entre eux, c'est augmenté aussi avec les réponses à la charge de travail et à la complexité des appels. Et ces données-là, si vous voulez, elles sont mettre en parallèle avec les données qu'on a pris les muscles de la nuque. Comme je vous expliquais, on a mesuré au niveau des muscles de la nuque l'activité et la tension musculaire. Et on a observé que à peu près les intensités, c'était pareil au niveau du travail de bureau. Hein, ça se ressemblait un peu à ce niveau-là, à part que peut-être c'était les 2 membres gauche et droit étaient sollicités à peu près également, alors que dans le bureau, c'est surtout la partie du bras dominant qui est plus sollicitée. Mais ce qu'on va voir, c'est que l'activité au niveau des muscles de la nuque va augmenter aussi avec la charge de travail et la complexité. Hein. C'est pas forcément si étonnant que ça, parce qu'on peut penser qu'à ce niveau-là, parce qu'on n'a pas pu contrôler, si vous voulez, l'activité des membres supérieurs, et que quand les appels sont plus complexe ou qu'il y a plus de charge de travail, il y a une activité plus grande des membres supérieurs parce qu'il faut manipuler la souris, il faut taper sur le clavier de l'ordinateur, il faut décrocher le téléphone, etc. Donc il y a une plus grande activité aussi physique qui est liée à cette activité-là. Par contre, on n'a pas vu à ce niveau-là, au niveau du muscle de la nuque, de relation avec la charge émotionnelle. Si on a fait aussi avec les entrevues avec les préposés individuels, pour comprendre un peu ce qui était complexe dans le travail et ce qui était avec des émotions positives et négatives. Alors, les éléments de complexité qui sont apparus, c'est au niveau de la variation du flux des appels. Hein. Il y a l'imprévisibilité, mais ça varie. À un moment donné, il n'y a pas beaucoup d'appels, puis tout d'un coup, il y a un nombre d'appels intenses. Et donc, trop d'appels en même temps, si vous voulez, c'est pas évident non plus à traiter parce que même s'il y a des services, on va pouvoir, le 911, l'appel 911 est prioritaire, donc toutes les personnes vont essayer de répondre, mais à un moment donné, il y a une limite. L'autre appel, c'est la relation avec les citoyens. Hein. Comme on parlait que c'est pas toujours facile pour un citoyen qui vit une situation dramatique de s'expliquer. Hein. Donc il y a un problème de demande, on a vu de recadrer la demande, donc l'appel confus, les problèmes de langage, qui fait que le préposé, il ressent ça comme des éléments qui ralentissent son travail, et donc comme quelque chose au niveau des émotions négatives. L'incivilité, des appels de personnes arrogantes, hein, d'autant plus qu'il faut rester poli, et donc il y a des efforts de contrôle émotion, hein, l'incivilité et la difficulté d'obtenir l'information, soit parce que la localisation de l'appel est difficile à cause du téléphone cellulaire, soit les personnes sont perturbées, et la non-coopération de l'appelant qui pense que parce que le préposé, pour envoyer les secours, il doit avoir accroché, alors que ce n'est pas forcément vrai. Donc il y a cet aspect-là de relation avec les citoyens qui crée, si vous voulez, cet aspect d'émotion négative à ce niveau-là. Il y a les situations d'urgence complexes, que j'appelle. Donc, parfois, ce n'est pas toujours facile de déterminer la priorité de l'urgence, la nécessité d'envoyer les policiers, la frontière zone grise entre code civil et code criminel, hein, entre la dispute entre le propriétaire et le locataire, ça peut relever du code civil, mais à un moment donné, ça peut balancer vers le code criminel. Donc, il y a cet équilibre-là, ce flirt, on peut parler Louis Interno, là, qui est toujours compliqué et qui appartient à la responsabilité du préposé, parce que si jamais ça se passe mal, je vous dis comment ça se fait que tu n'as pas détecté ça, mais c'est pas toujours explicite, c'est implicite, et donc il y a un niveau de complexité à ce niveau-là. Il y a le fait de servir d'intermédiaire dans une situation dramatique entre l'appelant et les policiers, les préposés qui ont raconté qu'ils sont pris dans une prise d'otage ou dans d'autres événements à servir d'intermédiaire, et ils ne sont pas forcément préparés pour ça, hein, donc ils vont faire le mieux pour ça. Il y a garder la ligne avec des personnes qui menacent de se suicider aussi. Si on reconnaît que les préposés, leur travail, c'est pas d'être des assistants sociaux ou d'aller aider les personnes, mais ils doivent garder la ligne du temps que les secours se rendent. Ça peut faire 5, 10, 15 minutes. Il faut qu'ils restent avec la personne qui menace de suicider. Et les gens nous disaient, mais qu'est-ce qu'on dit? On a toujours peur de dire le mot de trop, qui va faire que la personne va passer à l'acte.
Et puis il y a la répartition d'urgence majeure survenant rarement. Bon, Louise a expliqué cet aspect-là qu'avec faire le tour du terrain, la carte, etc., on va être capable de gérer sa charge émotionnelle, mais il y a des appels comme des appels d'incendie majeurs, des tireurs fous dans la rue, c'est pas tous les jours, heureusement, vous me direz. Sauf quand ça arrive, il faut que la personne soit, si vous voulez, prête à répondre à ça. D'autres éléments, c'est la relation avec les policiers. C'est ambigu la relation avec les policiers. Il y a des risques d'incompréhension en l'absence de confiance mutuelle, parce que le travail avec les policiers, et puis même avec les autres intervenants, mais peut-être plus encore avec les autopatrouilles, ça se fait sur la confiance, la connaissance, parce qu'on ne veut pas évidemment faire déplacer les policiers pour rien, mais en même temps, des fois, il faut les déplacer parce qu'on a des indices qu'il y a des choses graves. Et si vous voulez, donc il y a une relation de confiance qui doit s'établir. Et là, à ce niveau-là, il n'y a pas forcément toujours de soutien systématique pour que les préposés comprennent le travail des policiers et que les policiers comprennent le travail des préposés. Là, par exemple, c'est pour ça qu'on veut travailler avec l'École nationale de police, là, pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau-là. Donc il y a des éléments comme ça. Et puis il y a toujours cet aspect de sentiment de responsabilité du préposé qui envoie un policier parce que c'est lui qui l'envoie, et puis que si jamais il arrive malheur à ce policier, comme ça pu déjà arriver, c'est vécu comme une personne de l'équipe qui est atteinte, etc. Et donc il y a cette responsabilité que les préposés ont face particulièrement aux policiers. Les situations dramatiques, évidemment, on peut apprendre à se faire une carapace par rapport au drame qu'on entend au téléphone, avec certaines limites, des limites qui ont la psychologique, avec la proximité psychologique avec certaines situations. Hein. Si vous avez un bébé en bas âge et puis que vous prenez un appel grave qui touche un bébé en bas âge, vous êtes plus affecté. Donc il y a cette proximité psychologique qui fait qu'on a toujours une partie faible dans notre cuirasse, et puis heureusement ça nous fait plus humains, hein, d'une certaine façon. Et il y a cette limite de soutien, c'est-à-dire que souvent les préposés, col blanc de la municipalité, on va leur dire, écoutez, vous avez le programme d'aide aux employés. Mais c'est le programme d'aide aux employés, si vous voulez, c'est pas suffisant dans le sens où le préposé, tout de suite qu'il a besoin d'aide. C'est pas lui-même qui va aller chercher dans 3 semaines, 4 jours ou 1 semaine, qui pourra prendre un rendez-vous avec une personne au PAE. Donc, si vous voulez, il y a à ce niveau-là des améliorations à apporter au niveau de cet aspect-là, au niveau des situations dramatiques. Et puis il y a un problème de reconnaissance en général qui est en train de changer à ce niveau-là, mais trop fréquemment les préposés nous ont dit c'est que la contribution du préposé est souvent plus ou moins ignorée. Quand vous allez aider quelqu'un à sauver une personne du suicide, on va féliciter les premiers intervenants qui sont arrivés, mais le préposé, jamais on va le parler, il est invisible derrière la scène, là, et donc à ce niveau-là. Donc c'est un travail qui est plus difficilement reconnu, et à ce niveau-là, des fois, on porte davantage attention sur les erreurs qu'il fait que sur les bons coups qu'il fait à ce niveau-là. Je vais revenir un peu aussi, Louise en a parlé beaucoup, c'est l'aspect collectif de travail, hein, qui est vraiment important. Ça nous doit frapper, c'est ce qu'on appelle l'écoute flottante. Louise appelait ça, c'est que le préposé, même s'il traite il reçoit ses propres appels au niveau de la prise d'appel ou de la répartition 911, il est informé de tout ce qui se passe sur le plateau, si vous voulez. Et donc, il est toujours attentif aux autres, au travail des autres, pour venir aider, pour venir intervenir. Donc, il fait une double tâche, des fois triple tâche, parce qu'à la fois, il travaille sur ses propres problèmes, mais il est au courant aussi des autres problèmes, des autres appels qui sont en cours en traitement. C'est encore mieux quand il y a la prise en charge d'un nouvel employé, parce que le nouvel employé, avec les 4 semaines de formation, il n'est pas autonome du tout, donc il va être dépendant des autres préposés pour répondre. Donc à ce niveau-là, ça donne un important surplus de travail, et souvent on va dire, pour le nouvel employé, peut-être qu'il faudrait mieux l'engager dans des périodes creuses plutôt que l'engager quand les périodes sont plus occupées. L'entraide pour répondre à la similarité des demandes, hein, l'efficacité du service vient aussi qu'on est capable de s'entraider parce qu'on fait multitâches. On doit parler, raisonner la personne au bout du téléphone, faire des recherches parfois dans des banques de données,
hein, avertir les policiers, remplir la carte d'appel, etc. Donc souvent, là, ici, le travail d'équipe peut jouer un rôle très important parce que si le préposé à côté est libre, ben c'est sûr qu'il va aider l'autre, il va faire des recherches à sa place, etc. Ça aide beaucoup. Donc il y a des stratégies collectives qui sont développées qui garantissent l'efficacité du service. L'entraide face aux difficultés des citoyens, des fois quand vous avez des citoyens arrogants, ça évite le risque de banaliser aussi. Hein. Quand un groupe, là, il y a des appels qui arrivent, et puis on dit, eh ben, écoute, à un moment donné, on évite donc de banaliser les appels, et puis c'est bien important. Et il y a un débriefing informel par le récit, comme vous a expliqué Louise, là, qui se fait, qui est très important pour la survie, pour l'aspect émotionnel et pour la gestion des émotions au niveau du travail. Donc, à ce niveau-là, on a travaillé sur des pistes d'action à 3 niveaux, puis on va y revenir. Il y a un soutien individuel et collectif au niveau des préposés, et la transmission des savoir-faire, soutien sur des problématiques particulières, sur les appels difficiles, comme une communication avec des personnes suicidaires, où il y a des problèmes de santé mentale, répartition d'urgences majeures. Il y a des éléments, des soutiens spécifiques à aller chercher là-dedans. Le soutien dans des situations dramatiques, il faut améliorer cet aspect-là aussi. Le soutien dans les débordements d'appels, il y a des choses aussi à réfléchir pour améliorer ces éléments de situation. Il y a le soutien au niveau, ce qu'on appelle l'organisationnel, au niveau des équipes de travail. Il faut améliorer la gestion des équipes, favoriser le travail d'équipe. On a vu un peu, notamment au niveau des fusions municipales, ça prend du temps à réintégrer les nouveaux dans une équipe, ou quand on change d'équipe, les gens sont stressés parce qu'ils vont changer d'équipe, parce qu'ils sont habitués à travailler avec certaines personnes, on sait comment les personnes réagissent, et là, c'est très rapide, hein, c'est des secondes qui comptent, là, et c'est des vies qui comptent. Donc, si vous voulez, là, la gestion d'équipe est importante et on doit bien en prendre soin à ce niveau-là. Et soutien pour améliorer pour l'intervention entre notamment les préposés policiers, avec d'autres intervenants, mais je pense qu'il y a un travail à faire à ce niveau-là. Puis plus général, au niveau professionnel, au niveau de la formation des préposés, on va être en relation avec les gens des cégep. On a l'École nationale des pompiers et l'École des pompiers et des policiers. Et puis, il y a une reconnaissance au niveau des services d'intervention d'urgence, reconnaître mieux le rôle du préposé au niveau professionnel. C'est important à ce niveau-là. Mais pour vous parler un peu de témoigner, je vais parler la parole à Sylvain Goyette. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est avec un grand plaisir que j'ai accepté l'invitation de l'Institut de recherche de venir partager avec vous aujourd'hui certaines petites expériences en rapport à l'implication du Centre d'urgence de la ville de Gatineau aux différents travaux effectués par les chercheurs de l'IRSST, mais surtout pour vous démontrer l'importance et la pertinence d'en assurer la continuité. Pour plusieurs, les facettes du métier de préposé aux appels d'urgence 911 demeurent encore aujourd'hui un grand mystère. Très peu d'études s'étaient auparavant penchées sur cette profession qui, encore aujourd'hui, n'est pas reconnue à sa juste valeur. Toutefois, cette situation est en train de changer. Le contexte actuel d'évolution de cette profession au Québec va très certainement favoriser le développement et l'implantation des moyens de soutien. L'implication du personnel du Centre d'appel d'urgence de la ville de Gatineau remonte au tout début du projet. C'est sans hésiter que nous nous sommes joints à nos partenaires des villes de Lévis, Québec, Trois-Rivières et Saint-Jérôme pour participer à l'étude de prévalence. Toujours dans le but d'améliorer les conditions de santé et de sécurité de nos travailleurs, c'est avec enthousiasme que nous avons supporté cette démarche. Initié par l'APSAM et découlant de certaines préoccupations exprimées autant du côté patronal que syndical, il devenait indispensable pour nous d'obtenir des données sur la santé et la sécurité de nos travailleurs dans les centres d'appel d'urgence. À ce moment, il n'existait presque pas de point de comparaison similaire. L'étude nous a donc permis de constater que les employés des centres d'appel d'urgence doivent plus souvent qu'autrement composer avec de grandes variabilités des conditions dans lesquelles ils effectuent leur travail. La nouvelle technologie, l'organisation du travail, l'ergonomie des postes de travail, la charge de travail importante et la complexité des appels à traiter sont les principaux facteurs qui influencent grandement les conditions réelles du travail des préposés. Comment passer à côté d'une opportunité d'arriver à mieux comprendre le lien qui existe entre les facteurs psychosociaux, les troubles musculo-squelettiques et ceux de la santé psychologique qui affectent les employés des centres d'appel d'urgence? Grâce à la collaboration et la participation de certains de nos employés, les recherches ont permis de cerner rapidement les différents problèmes et surtout de trouver des pistes d'amélioration. Nous avons donc rapidement dû nous réajuster en conséquence
Quelques petits changements et ajustements nous ont donc permis de constater une amélioration rapide de l'état d'esprit et du bien-être physique de nos employés. Par exemple, quelques modifications personnalisées ont été apportées au poste de travail qui étaient auparavant tous identiques. L'ajout de certains équipements et l'ajustement de certains autres ont grandement aidé. Nous avons également mis les efforts pour soutenir les employés au plan cognitif et émotionnel. Par le biais de certaines formations ciblées, comme par exemple la formation sur les compétences fonctionnelles et rationnelles et les habiletés de persuasion, au cours des situations complexes, nous avons été en mesure de fournir les outils nécessaires au travail de nos préposés. Il ne faut pas oublier que les préposés jouent un rôle important dans l'efficacité d'intervention des services d'urgence et souvent, ils sont le dernier recours pour la personne en situation de détresse. L'étude ergonomique et psychologique a donc permis de mettre en évidence les situations de travail occasionnant une charge émotionnelle élevée et a permis de développer des pistes d'action et une stratégie pour aider à leur implantation. Pour terminer, j'aimerais remercier les différents collaborateurs impliqués dans l'organisation d'un colloque comme celui-ci. Et pour ceux qui se demandent si la recherche peut faire une différence, eh bien la réponse est oui. Merci et bonne fin de journée.